pensée. Après tout, les médecins lui avaient donné un diagnostic quasi certain d'infertilité. Un soir, alors qu'elle nettoyait son petit atelier, elle remarqua le calendrier de fertilité épinglé au mur. Elle réalisa qu'elle était en retard. Plus d'une semaine de retard. Son cœur battait la chamade en se rappelant que, avant le départ de Léo, ils avaient partagé un dernier moment intime, une fragile tentative de rapprochement au milieu de la tourmente. Se pourrait-il? L'impossible aurait-il pu se produire? Le lendemain matin, elle acheta un test de grossesse à la pharmacie locale, ses mains tremblant en le payant. À la maison, elle s'enferma dans la salle de bain, le test à la main. Elle essaya de se maîtriser, se rappelant combien de fois la possibilité d'une grossesse s'était terminée en chagrin. Cependant, lorsque les résultats se révélèrent positifs, elle ne put que regarder, incrédule. Une vague d'émotions l'inonda, joie, peur, espoir, incertitude. Elle était enceinte, ce qu'elle avait tant désiré, mais cela se produisait sans Léo à ses côtés. Elle s'affaissa sur le sol de la salle de bain, des larmes coulant sur ses joues, la main posée protectrice sur son abdomen. Elle murmura, « S'il te plaît, sois réel. S'il te plaît, sois en bonne santé. S'il te plaît, reste. » À ce moment, Emma réalisa que la vie avait choisi ce moment extraordinaire pour une raison. Elle devrait naviguer cette grossesse seule ou trouver le courage de recontacter Léo. Pour l'instant, cependant, elle se concentra sur le miracle lui-même. Le phénix qu'elle était devenue s'éleva un peu plus haut, alimenté par une nouvelle étincelle. Une qui promettait la possibilité de l'amour, même si celui-ci serait enveloppé de défis et de complexité. Léo scrutait la salle bondée lors d'un autre événement de start-up au cœur de la ville. Le lieu, un bar chic sur le toit avec des guirlandes lumineuses scintillantes, était rempli de jeunes professionnels ambitieux, tous cherchant à établir le bon contact ou à échanger la bonne carte de visite. Le DJ jouait de la musique entraînante, mais la conversation dominait les rythmes. Il repéra Tim, son copain de fac et celui qui l'avait aidé à trouver un appartement. Tim lui fit signe de s'approcher d'un petit groupe de personnes, dont une femme grande et élégante en robe noire. Elle avait un air de confiance qui la faisait se démarquer même dans cette mer d'arrivistes. Tim les présenta. « Léo, je te présente Violette Sinclair, » dit Tim avec un sourire. C'est un grand nom dans l'organisation d'événements, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Violette tendit une main manucurée, offrant à Léo un sourire qui pourrait réchauffer le plus froid des cœurs. « Enchanté, Léo. Tim m'a dit que tu es sur le point de faire quelque chose de grand avec ta start-up. » Léo lui serra la main, remarquant les bracelets en or de bon goût qui ornaient son poignet. « J'essaie, » dit-il modestement. « Rien n'est encore finalisé, mais j'ai quelques réunions d'investisseurs prévues. » Les yeux de Violette pétillèrent de curiosité. « Alors je suis sûr que nous nous verrons beaucoup plus souvent. » Cette nuit-là, la présentation de Tim ne fut que le début. Au cours des semaines suivantes, Léo se retrouva accueilli dans le cercle social exclusif de Violette. Elle le présenta à des gens qui pouvaient faire ou défaire un entrepreneur en herbe, des capital risqueurs, des influenceurs, des individus fortunés. Des portes qui étaient restées fermement closes pendant des années commencèrent à s'entr'ouvrir. Léo se sentit de nouveau vivant, le frisson de la possibilité parcourant ses veines. Chaque fois qu'il ressentait des remords d'avoir laissé Emma derrière lui, il les noyait dans la clameur de la ville. Il rationalisait en se disant qu'une fois sa start-up stable, il reviendrait avec suffisamment de succès et de ressources pour la soutenir, si elle le voulait. Il envisagerait même d'adopter un enfant ou de payer pour des traitements de fertilité plus avancés. Mais au fil des semaines, ses pensées s'estompèrent de plus en plus. Violette ne ressemblait à aucune femme qu'il avait rencontrée. Elle était affirmée, pleine d'esprit et ouvertement ambitieuse. Elle ne cachait pas son intérêt pour plus que du simple réseautage. Au début, il hésita, déchiré entre ses sentiments non résolus pour Emma et son attirance naissante pour le monde vibrant de Violette. Mais les nuits de dîner d'affaires tardifs se transformèrent en after-parties intimes, et bientôt il se retrouva à passer de plus en plus de temps avec elle. Un soir, après avoir obtenu un financement important d'un investisseur majeur, Léo se retrouva dans le Penthouse de Violette. L'espace avait un plan d'étage ouvert et élégant, des baies vitrées offrant une vue panoramique sur l'horizon de la ville. C'était un univers à part de la modeste maison qu'il avait partagée avec Emma. Ils trinquèrent avec des coupes de champagne, le rire de Violette résonnant dans les pièces impeccables. Elle enleva ses talons aiguilles, révélant des pieds parfaitement pédicurés.
Léo ressentit un mélange d'exaltation et de désorientation. Des moments comme ceux-ci étaient ce dont il avait rêvé en tant que garçon de province avec de grandes idées. La richesse, la reconnaissance, une partenaire puissante à ses côtés. Pourtant, une sensation de vide le rongeait lorsqu'il pensait au doux sourire d'Emma, à ses yeux attentionnés, à la douceur de sa voix. « À quoi tu penses ?» taquina Violette en remarquant son regard contemplatif. Il força un sourire. « Je suis juste submergé par le chemin parcouru. Il y a quelques mois, j'étais sur le point de fermer la start-up. » Elle se pencha plus près, son parfum l'enveloppant. « Le travail acharné et le talent paient, Léo. Tu devrais être fier. Et tu mérites de célébrer. » Il l'embrassa, laissant le moment l'emporter. Quels que soient les fantômes qui persistaient dans son esprit, ils étaient réduits au silence par l'attrait de Violette et les applaudissements tonitruants qu'il recevait dans le monde des affaires. Il était le sujet de toutes les conversations, le visage d'une nouvelle vague technologique prometteuse. Pourtant, au fond de lui, il sentait que quelque chose n'allait pas, comme s'il habitait un rôle dans une pièce de théâtre plutôt que de vivre sa vie authentique. Il se disait que ce n'était qu'une période d'adaptation, un effet secondaire naturel de son entrée sur une plus grande scène. Avec le temps, la ville et son attrait pour la haute société remplaceraient tout désir persistant pour la vie tranquille qu'il avait laissée derrière lui. À son insu, la vie d'Emma prenait un tournant qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Tandis qu'il se prélassait dans la lueur d'un succès nouveau, elle portait un secret silencieux qui allait bientôt faire se recroiser leurs chemins d'une manière à laquelle aucun d'eux n'était préparé. Plusieurs mois après le début de sa grossesse, Emma se tenait devant les grandes portes du Harrington Hall, un lieu de luxe qui accueillait un gala de charité très médiatisé. L'organisateur de l'événement avait eu besoin d'un remplaçant de dernière minute pour le personnel de restauration et l'ami d'Emma, qui avait des relations dans l'hôtellerie, l'avait recommandé. Ses contrats de graphisme en freelance étant moins fréquents et ses ventes de bijoux stables mais pas encore lucratives, Emma accepta le travail pour couvrir les frais médicaux. Elle portait une simple robe noire et un tablier blanc. Des mèches de ses cheveux, relevées en un chignon serré, encadraient son visage. Bien que son ventre de femme enceinte fût visible, Emma avait drapé un châle sur ses épaules pour maintenir une apparence professionnelle. Elle se sentait un peu mal à l'aise mais se rappela qu'elle était là pour travailler, pas pour impressionner. À l'intérieur, le lieu était à couper le souffle. Des lustres dégoulinants de cristaux, des murs ornés d'accents dorés et des musiciens jouant doucement des morceaux classiques dans un coin. Des célébrités et des philanthropes se mêlaient, échangeant des amabilités et sirotant du champagne. Emma se sentait comme une observatrice dans un autre monde, équilibrant des plateaux de hors-d'œuvre et se faufilant à travers la foule. Elle s'approchait d'un petit groupe d'invités élégamment vêtus, offrant des canapés, quand elle se figea. De l'autre côté de la salle, sous la lueur d'un lustre, se tenait Léo. Il portait un costume bleu marine sur mesure, ses cheveux soigneusement coiffés, dégageant une confiance qu'Emma avait rarement vue auparavant. Son cœur battait la chamade. Pendant un instant, elle oublia qu'elle était au travail, qu'elle portait un lourd plateau, qu'elle était visiblement enceinte. Léo était avec une femme saisissante dans une robe rouge scintillante. Violette. La femme posait une main légère sur le bras de Léo, se penchant pour dire quelque chose qui le fit rire. L'estomac d'Emma se noua. Une partie d'elle voulait courir, éviter la confrontation. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors qu'elle reculait d'un pas, essayant de disparaître dans la foule, ses yeux croisèrent accidentellement ceux de Léo. La seconde s'étira en ce qui sembla une éternité. Son regard descendit jusqu'à son ventre arrondi, la reconnaissance et le choc se lisant sur ses traits. Violette remarqua le changement brusque dans le comportement de Léo, suivant sa ligne de mire jusqu'à ce qu'elle repère Emma. La tension qui crépitait entre eux était impossible à ignorer. Luttant pour retrouver son calme, Emma força un petit sourire poli au groupe qu'elle servait, puis se tourna pour s'éloigner. Cependant, Léo se dirigeait déjà vers elle, naviguant à travers la mer de gens avec une urgence qui correspondait à la confusion dans ses yeux. « Emma » dit-il quand il l'atteignit enfin, la voix basse pour ne pas attirer l'attention. « Tu es. » Il fit un geste vers son ventre. Les mots lui manquaient. La main d'Emma se posa instinctivement sur son ventre. Elle hocha la tête, la gorge serrée. « Je le suis. »« De combien de temps ?» demanda Léo en déglutissant difficilement. « Environ 5 mois, » répondit-elle, souhaitant pouvoir disparaître. Violette apparut à côté d'eux, son expression gardée. « Léo, tout va bien ?»
Il fixa Emma, cherchant son visage. Je ne savais pas. Tu n'as jamais. Tu es parti, dit Emma, son ton teinté à la fois de douleur et de défi. Je l'ai découvert après ton départ. Un silence gênant les enveloppa. D'autres invités du gala jetaient des regards curieux, percevant la tension sous-jacente mais trop polis ou préoccupés pour s'attarder. Violette glissa son bras dans celui de Léo, ses yeux passant de lui à Emma. Quelque chose dans son regard, curiosité, suspicion, jalousie pétilla, mais elle garda son sang-froid. Emma prit une profonde inspiration. Je travaille, Léo. On pourra parler une autre time, si tu veux. Léo hocha lentement la tête, semblant déchiré entre mille émotions contradictoires. Bien sûr, réussit-il à dire en jetant un coup d'œil à Violette, qui affichait une expression indéchiffrable. Le moment fut bref, mais il brisa les illusions confortables dans lesquelles ils vivaient tous les deux. Emma retourna à la cuisine, le cœur battant, les larmes menaçant de couler. Elle avait redouté cette confrontation, sachant qu'elle perturberait son équilibre émotionnel durement acquis. Pourtant, une partie d'elle était étrangement soulagée que Léo connaisse maintenant la vérité. Le secret lui avait pesé, l'attirant dans des directions contradictoires. En quittant le lieu plus tard dans la nuit, Emma aperçut la silhouette de Léo de l'autre côté du parking, debout avec Violette à côté d'une voiture élégante. Il croisa son regard, et pendant une seconde, elle pensa qu'il pourrait s'approcher. Mais Violette dit quelque chose, et il se détourna. La distance entre eux était immense, un gouffre façonné par des occasions manquées, de vieilles blessures et de nouvelles révélations. Pourtant, la graine d'un nouvel avenir avait été plantée, et il restait à voir si elle s'épanouirait en rédemption ou se décomposerait en tragédie. Les jours passèrent dans un brouillard pour Emma. Elle continuait ses petits boulots, bien qu'elle sût qu'elle ne pourrait pas maintenir les tâches physiquement exigeantes à mesure que sa grossesse avançait. Son épuisement était intense, et un vertige persistant la suivait souvent lors des promenades avec les chiens ou pendant ses courses. Bien qu'elle se soit constituée un petit coussin financier grâce à son entreprise de bijoux, ce n'était pas suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux d'un nouveau-né. Un après-midi, alors qu'elle fouillait dans son garde-manger, évaluant combien de temps ses provisions pourraient durer, elle entendit la sonnette de la porte. Hésitante, elle ouvrit pour trouver Léo debout sur son porche. Il semblait déplacé dans l'allée de gravier. « Léo » dit-elle, enroulant instinctivement son châle plus serré autour de ses épaules. Il s'éclaircit la gorge. « Salut, Emma. On peut parler ?» Elle hocha la tête, s'écartant pour le laisser entrer. Le silence entre eux était lourd alors qu'ils entraient dans le salon. Emma remarqua ses yeux parcourir l'espace, observant les petits changements. Un nouveau tapis, les piles de fournitures pour la fabrication de bijoux. Elle sentit aussi son malaise, comme s'il retournait sur les lieux d'un crime. « Comment vas-tu » demanda-t-il, rencontrant enfin son regard. Elle haussa les épaules. « Fatiguée. Je travaille toujours. Le bébé est en bonne santé pour l'instant, d'après mon dernier contrôle. » Léo expira, le soulagement et la culpabilité se mêlant sur son visage. « Je suis content de l'entendre. Écoute, je ne m'attendais pas à te voir comme ça au gala. Enceinte. Je ne m'attendais pas non plus à te trouver là avec quelqu'un d'autre, rétorqua-t-elle. Les mots sortirent plus brusquement qu'elle ne l'avait prévu. Non pas que ce soit mes affaires. Tu as tourné la page. Léo s'agita mal à l'aise. Violette est ma partenaire en affaires, entre autres. Nous sommes ensemble, en un sens. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Emma croisa les bras. Alors pourquoi? Il hésita, luttant pour choisir ses mots. Je veux aider. Financièrement, émotionnellement, tout ce dont tu as besoin. Je sais que je t'ai laissé seule, et c'était mal. Tu ne devrais pas avoir à faire ça toute seule. Emma fut prise au dépourvu. Malgré sa colère et son ressentiment, elle reconnaissait aussi que sa situation était précaire. Je ne peux pas continuer à travailler comme ça encore longtemps, admit-elle. J'essayais de trouver une solution. Léo s'approcha, sa voix plus douce. Alors viens en ville pour un moment. Tu peux rester dans mon Penthouse. C'est spacieux, et il y a des médecins à proximité. Tu n'auras pas à soulever des plateaux lourds ou à promener des chiens toute la journée. Elle essaya de jauger sa sincérité. L'idée de quitter sa maison, son petit mais précieux sentiment d'indépendance, la mettait mal à l'aise. En même temps,
ses inquiétudes croissantes concernant le bien-être du bébé pesaient lourdement sur elle. « Tu es sûre ? » Et Violette, demanda-t-elle, son scepticisme évident. Léo passa une main dans ses cheveux. Ça lui va. C'est un grand appartement. Je peux t'installer dans une chambre d'amis. Tu auras ton propre espace. Vois ça comme une solution temporaire jusqu'à la naissance du bébé. Emma étudia ses yeux, cherchant le moindre signe de motifs ultérieurs. Finalement, la nécessité l'emporta sur sa fierté. D'accord, dit-elle doucement. Mais ça ne veut pas dire que je vais oublier tout ce qui s'est passé. Ou que tout ira bien comme par magie. Je comprends, répondit Léo, le soulagement visible dans sa posture. On ira à ton rythme. Une semaine plus tard, Emma emballa ses affaires, principalement des vêtements, quelques objets personnels et ses outils de fabrication de bijoux dans une seule voiture. Quitter sa petite maison était doux amer. Elle troquait la sérénité familière de la campagne contre l'incertitude trépidante de la ville. Mais avec ses factures qui s'accumulaient et son énergie qui diminuait, la promesse d'un soutien financier et d'un environnement où elle pourrait se reposer était trop convaincante pour être ignorée. Alors qu'ils entraient dans le parking souterrain de l'immeuble de luxe de Léo, Emma ressentit une pointe d'intimidation. Le hall en marbre élégant et le portier en uniforme étaient à des mondes de sa vie modeste. En entrant dans le Penthouse, Violette était là pour les accueillir, vêtue d'un chemisier de créateur et offrant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Eh bien, te voilà, dit Violette, son ton dégoulinant de politesse. J'espère que le trajet n'a pas été trop inconfortable dans ton état. Emma répondit par un hochement de tête poli, captant le sous-entendu de tension. Elle suivit Léo dans un couloir jusqu'à la chambre d'amis, chaque nerf à vif. La présence de Violette était un rappel constant de la nouvelle vie de Léo, une vie qui lui semblait étrangère. Pourtant, Emma se rappela qu'elle était là pour le bébé. Ce n'était pas une retraite. C'était une décision stratégique pour assurer une grossesse en bonne santé. Cette première nuit, alors qu'elle était allongée dans le lit inconnu avec le bruit lointain de la circulation s'infiltrant par les fenêtres, Emma ressentit un tourbillon d'émotions contradictoires, gratitude pour l'offre de Léo, colère face à sa trahison, peur des intentions de Violette, et une féroce détermination maternelle à protéger son enfant à naître à tout prix. Elle ressentit aussi une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Un amour persistant et non éteint pour Léo, enchevêtré dans son cœur meurtri. Les premiers jours d'Emma dans le Penthouse de Léo furent tendus. Bien que l'espace fût luxueux et que sa chambre d'amis offrit une vue imprenable sur la ville, l'atmosphère était chargée d'un courant sous-jacent de tension. Violette rôdait, offrant des amabilités peu sincères. Elle interrogeait Emma sur son régime alimentaire, ses vitamines prénatales et suggérait même des marques de maternité coûteuses. Les mots étaient utiles en surface, mais son ton était hérissé d'hostilité. Emma essayait de ne pas déranger le couple. Elle passait ses matinées dans la chambre d'amis, créant de nouveaux modèles de bijoux et répondant occasionnellement aux commandes en ligne pour requis en baie. Elle se traînait jusqu'à la cuisine pour les repas, essayant d'éviter de croiser Violette. Pourtant, il était impossible de vivre sous le même toit sans interactions occasionnelles. Un soir, Emma était seule dans le salon, regardant une vidéo de yoga prénatal sur son téléphone quand Violette entra. Elle tenait un verre de vin, faisant tournoyer le liquide paresseusement. « Encore debout ?» demanda Violette en s'asseyant en face d'Emma. « Tu devrais probablement te reposer beaucoup dans ton état. » Emma mit la vidéo en pause. « Je n'ai pas encore sommeil. J'essaie juste d'apprendre quelques techniques de relaxation. » Violette se renversa en arrière, croisant les jambes. « Tu sais, c'est un timing incroyable, que tu sois enceinte maintenant. Après que toi et Léo ayez essayé si longtemps. Presque, suspect. » Les yeux d'Emma se plissèrent. « Suspect ?» Avec un haussement d'épaules théâtral, Violette prit une gorgée de son vin. « Ne te méprends pas, je suis heureuse pour vous deux, dit-elle, bien que son sourire suggérât le contraire. Mais les gens font des choses désespérées quand les relations s'effondrent. Certains se tournent vers d'autres pour trouver du réconfort. Des accidents aériens. » Emma était assise près de la fenêtre de sa modeste maison de campagne, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottant à travers la vitre légèrement entr'ouverte. Le soleil de fin d'après-midi projetait des rayons dorés sur les planchers en bois, qui craquaient doucement sous le poids des souvenirs. Elle pressa sa main contre son abdomen, autrefois rempli d'espoir, maintenant vide après d'innombrables déceptions. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Emma aperçut son reflet dans la vitre.
Une femme fatiguée au début de la trentaine, de courtes boucles encadrant un visage marqué à la fois par l'amour et la perte. Son mari, Léo, faisait les 100 pas dans leur petit salon avec une énergie agitée qui correspondait à l'agitation de sa voix. Il portait un t-shirt et un jean délavé, bien loin des costumes sur mesure et des cravates impeccables qu'il arborait autrefois lors de ses jours ambitieux en tant qu'entrepreneur dans la tech. Léo avait lancé une entreprise en ville, débordant d'idées pour des applications mobiles qui, selon ses mots, révolutionneraient le monde. À l'époque, il était inarrêtable, un tourbillon d'excitation, de présentations et de nuits blanches passées à coder. Mais après que les mois se soient transformés en années de faible intérêt de la part des investisseurs, de dettes personnelles et du fardeau émotionnel des traitements de fertilité répétés, la confiance de Léo avait subi un coup dévastateur. Sur la petite table de la cuisine reposait une lettre blanche à l'impression nette et menaçante. Encore un refus du spécialiste de la fertilité qui avait finalement conclu que les chances d'Emma de concevoir naturellement étaient quasi inexistantes. Emma avait relu la lettre des dizaines de fois au cours des dernières 24 heures. Chaque fois, ses yeux s'attardaient sur la phrase « hautement improbable ». Elle détestait ces mots. Ils symbolisaient les rêves brisés de maternité auxquels Léo et elle s'étaient accrochés si longtemps. Ce soir-là, ils se parlèrent à peine, bien que le silence fût assourdissant. Léo tripotait son téléphone, vérifiant occasionnellement des notifications qui n'arrivaient jamais. Le regard d'Emma s'attardait sur les coins négligés de leur espace de vie autrefois confortable, les plantes en pot, maintenant flétries dans les coins, la peinture inachevée d'un vignoble qu'elle avait commencé, et un catalogue de berceaux enroulés sur la table basse. Chaque objet de la maison semblait témoigner de leur rêve inassouvi. Le désir d'Emma d'avoir un enfant avait toujours été enraciné dans les souvenirs chaleureux de sa propre éducation. Sa mère avait été une âme douce, plantant des marguerites dans le jardin avec elle quand elle était petite. Son père était calme mais inébranlable dans son amour. Elle avait envisagé d'apporter le même sentiment de sécurité et de chaleur à son propre enfant. Mais avec chaque année de traitement de fertilité infructueux, Emma sentait ce rêve s'éloigner davantage. La frustration de Léo était d'un autre ordre. Sa passion autrefois ardente pour l'entrepreneuriat s'était refroidie face aux échecs croissants. Il savait qu'Emma se sentait incomplète sans enfant, mais il se sentait tout aussi perdu dans une carrière qui n'avait pas évolué comme il l'espérait. Au fil des ans, il avait commencé à se sentir comme un imposteur, quelqu'un qui pouvait faire de grands discours mais obtenir peu de résultats. Il aimait toujours Emma, mais il ne savait plus comment la soutenir. Il savait à peine comment se soutenir lui-même. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, dit doucement Emma, brisant le silence. Elle était assise dans le vieux fauteuil à bascule que sa grand-mère lui avait offert. Le bois grinçait faiblement à chaque oscillation. Léo passa une main dans ses cheveux. Je sais. Mais que pouvons-nous faire d'autre? J'essaie de trouver une solution pour ma start-up, mais tout est au point mort. Nous avons dépensé tellement d'argent en traitement. Les factures s'accumulent. Et maintenant, cette lettre. Il désigna avec colère le morceau de papier. La voix d'Emma tremblait. Je voulais juste un enfant, Léo. Notre enfant. J'ai l'impression de te décevoir. Et de me décevoir moi-même. Léo traversa la pièce et s'agenouilla à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Ses yeux reflétaient un désespoir qui faisait écho au sien. Tu ne m'as pas déçu. Nous avons tout essayé. J'aimerais juste qu'on puisse remonter le temps, tout arranger, mais nous sommes tous les deux coincés. Ils échangèrent un regard tendre, un écho de l'amour qui les avait autrefois unis si facilement. Mais cette nuit-là, alors qu'ils essayaient de s'endormir dans le même lit, l'air entre eux semblait plus froid que le gel de l'hiver. Dans l'obscurité, Emma tendit la main vers celle de Léo, pour le trouver déjà tourné, perdu dans sa propre tourmente. C'est ainsi que leur amour autrefois parfait commença à se fracturer, comme un miroir se brisant sous le poids de trop d'attentes. Chaque éclat représentait un rêve inaccompli, une conversation non dite. Aucun ne savait comment ramasser les morceaux, mais tous deux espéraient, peut-être en vain, qu'ils le pourraient. Ils n'avaient aucune idée que les jours à venir les mettraient à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Dans le silence feutré de cette nuit solitaire, les graines de la trahison, de la rédemption et de dénouements inattendus furent semées. Les lumières du matin filtraient à travers les rideaux de gaze, projetant des ombres douces sur le mur de la chambre. Emma se réveilla avec une lourdeur dans la poitrine, comme si elle avait porté des pierres. Ses bras se tendirent automatiquement de l'autre côté du lit, s'attendant à de la chaleur, mais ne trouvèrent que des draps frais et froissés.
Elle se redressa pour voir Léo penché sur son ordinateur portable au petit bureau près de la fenêtre. « Tu n'as pas pu dormir ?» demanda-t-elle, la voix encore pâteuse de sommeil. Léo leva les yeux, des cernes sombres sous les yeux. « Je vérifiais juste mes emails, j'essayais de rattraper mon retard. » Il ferma doucement l'ordinateur portable. « Je ne voulais pas te réveiller. » Emma hocha la tête. Elle remarqua la pile désordonnée de reçus, de factures médicales et de présentations éparpillées dans la pièce. C'était le reflet de leur vie, chaotique, incertaine, liée à un espoir sans cesse fuyant. Chaque facture exigeait de l'argent qu'ils n'avaient pas, et chaque présentation représentait une autre tentative de séduire des investisseurs qui restaient peu impressionnés par l'entreprise de Léo. Plus tard dans la journée, ils se rendirent en ville pour voir le docteur Morgan, leur spécialiste de la fertilité, pour une dernière consultation. Le regard doux mais direct du médecin leur communiqua ce qu'ils savaient déjà, le corps d'Emma, pour des raisons encore obscures, ne répondait pas au traitement. Des options comme la maternité de substitution ou l'adoption étaient toujours sur la table, mais ni Emma ni Léo ne pouvaient se permettre ces voies, financièrement ou émotionnellement, pour le moment. « Emma, dit le docteur Morgan, je veux que vous sachiez que ce n'est pas votre faute. Parfois, malgré toutes nos connaissances médicales, le corps ne coopère tout simplement pas. » Emma hocha la tête, des larmes accrochées à ses cils. Sa gorge se serra, rendant la parole difficile. Léo posa une main sur son épaule, mais elle sentit la tension subtile dans son contact. Après avoir quitté la clinique, le silence dans la voiture sur le chemin du retour était assourdissant. Emma regardait par la fenêtre les collines ondulantes et les clôtures bien alignées, ayant l'impression de regarder le film de la vie de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, ils se retrouvèrent à la table de la cuisine, tous deux sirotant des tasses de thé depuis longtemps refroidies. Emma prit le rapport de fertilité une dernière fois, lisant les mots qui semblaient distiller du poison dans son cœur. Les lignes se brouillèrent devant ses yeux, et elle le posa avec un soupir de défaite. « Il est dit que mes chances sont quasi inexistantes, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas te donner la seule chose que tu as toujours voulu. » Léo expira lentement. « Je n'ai jamais voulu que tu aies l'impression de devoir me donner quoi que ce soit. Nous voulions un enfant, ensemble. » Emma sentit les larmes monter à nouveau, mais quelque chose en elle était lassée de pleurer. « Tu dis ça, mais je ne peux pas m'empêcher de sentir que je te déçois. Et notre relation. » Léo détourna le regard, se concentrant sur une fissure dans le mur de la cuisine qui s'était développée au fil des ans. « J'échoue aussi, Emma. Mon entreprise s'effondre. Nous avons dépensé toutes nos économies dans des traitements qui n'ont pas fonctionné. Je me reconnais à peine. » Leur maison tranquille, autrefois remplie de la chaleur des brunchs du dimanche et des danses spontanées dans le salon, ressemblait maintenant à un champ de bataille où le regret et le chagrin menaient une guerre sans relâche. Les jours se transformèrent en semaines, et l'atmosphère entre eux ne fit qu'empirer. Emma trouvait Léo immergé dans son ordinateur portable à toute heure, de plus en plus distant. Elle posait de moins en moins de questions sur les progrès de sa start-up, en partie parce qu'elle sentait son irritation chaque fois que le sujet était abordé, et en partie parce qu'elle avait trop peur d'entendre d'autres mauvaises nouvelles. Leur amour n'avait pas disparu. Il était enfoui sous des couches de déception tacite, de ressentiment latent et de culpabilité rongeante. Chaque jour qui passait, il semblait plus impossible de retirer ces couches et de revenir à la simplicité qu'ils avaient autrefois. L'amère vérité planait sur eux. Parfois, l'amour seul ne suffit pas à protéger une relation des tempêtes incessantes de la vie. Dans le silence d'une autre nuit blanche, Emma fixait le plafond. Elle entendit Léo s'agiter à côté d'elle. Elle pensa à la façon dont les gens disaient toujours que l'amour triomphe de tout, mais elle apprenait rapidement que l'amour a aussi besoin d'espace, de patience et de moments de légèreté pour s'épanouir. Sans eux, ils se fanent, étouffés par la lourde réalité des rêves qui ne se sont jamais réalisés. Finalement, le couple se retrouva à la croisée des chemins. Soit ils apprendraient à naviguer ensemble dans ces difficultés, soit le poids les écraserait tous les deux, les laissant seuls au milieu des décombres de leurs aspirations de longue date. Ils ne savaient pas que d'autres épreuves et trahisons se profilaient à l'horizon, et que leur amour serait mis à l'épreuve au-delà de toute mesure. Par un matin frais et clair, les premiers rayons de soleil révélèrent des valises à moitié faites près de la porte d'entrée. Emma se tenait dans sa chemise de nuit, les bras croisés sur sa poitrine, regardant Léo avec incrédulité et une pointe de désespoir. Il était vêtu d'un sweat à capuche gris froissé et d'un jean, jetant à la hâte des derniers articles dans un sac de voyage en toile. Une partie d'Emma voulait se précipiter,
s'accrocher à lui et le supplier de rester. Mais une fierté tenace, associée à son propre épuisement croissant, la maintenait enracinée sur place, sans rien dire. « J'ai juste besoin de temps », marmonna finalement Léo en évitant son regard. « Je n'arrive pas à penser ici. Tout me rappelle ce que nous avons perdu. » Les lèvres d'Emma tremblaient. « Nous l'avons perdu ensemble, Léo. Fuir ne résoudra rien comme par magie. Et si on essayait une thérapie? Ou si on faisait une pause dans les traitements? » Léo passa le sac de voyage sur son épaule. « J'ai déjà décidé, » dit-il, son ton empreint de finalité. « Il y a une chambre en ville que je peux louer pour le moment. Mon ancien ami de fac connaît un endroit. Et je rencontre un investisseur potentiel la semaine prochaine. Ce pourrait être ma dernière chance de sauver l'entreprise. » Une vague froide de choc et de tristesse envahit Emma. Elle était douloureusement consciente que ses supplications tomberaient dans l'oreille d'un sourd. C'était un Léo différent. Un homme qui sentait qu'il avait tout perdu et qui s'accrochait à n'importe quel fil d'espoir en dehors des confins de leur maison tranquille et chargée de souvenirs. Elle réussit un petit hochement de tête, les larmes menaçant de couler. « Quand reviendras-tu » Il fit une pause, la regardant avec une lueur de regret dans les yeux. « Je ne suis pas sûr. Peut-être une fois que les choses se seront calmées. » Il attrapa la poignée de la porte. « Je suis désolé. » Emma s'affaissa dans le fauteuil usé alors que la porte se fermait derrière lui avec un clic retentissant. L'écho persista dans le couloir. Une ponctuation finale sur la vie qu'ils avaient autrefois partagée. Elle entendit la voiture démarrer, le moteur ronronnant alors que Léo s'éloignait. Un vide s'installa autour d'elle, remplissant chaque coin de la maison, chaque fibre de son être. Dans les jours qui suivirent, Emma vécut des montagnes russes d'émotions. Colère, désespoir, soulagement, peur. Elle pleurait sous la douche pour que le bruit de l'eau courante masque ses sanglots. Elle se forçait à accomplir ses petits boulots au promener des chiens, faire du graphisme en freelance et d'autres tâches diverses. Tout pour garder son esprit occupé et payer son loyer. Le week-end, elle se promenait sur les collines voisines, cueillant de petites fleurs sauvages dans un panier en osier effiloché, essayant de se souvenir de ce que c'était que de croire en quelque chose de beau. La solitude la força à affronter sa tristesse, mais aussi la lueur de résilience enfouie en elle. Léo était peut-être parti, mais elle était toujours là. Et elle n'allait pas baisser les bras. Pendant ce temps, Léo se retrouva plongé dans un environnement urbain animé qui contrastait vivement avec les rythmes placides de la vie de petite ville. La ville offrait l'anonymat, une mer de grands immeubles, d'enseignes au néon et de cafés ouverts tard le soir. Il sous-louait un minuscule appartement dans une rue animée, le bruit de la circulation et des sirènes remplaçant le chant des oiseaux de chez lui. Il se disait que c'était ce dont il avait besoin. Un nouveau départ, un endroit pour se vider la tête, pour se recentrer sur sa start-up. La nuit, cependant, il avait du mal à dormir. La chambre minimaliste semblait austère, dépourvue de la présence réconfortante des courtes pointes faites main d'Emma ou du doux bourdonnement du vieux radiateur de la maison. Quand il parvenait à fermer les yeux, il rêvait d'Emma, de l'enfant qu'il n'avait jamais eu, et du chagrin d'amour qu'il avait choisi de fuir. Mais au réveil, il bannissait ses pensées, les enfouissant sous sa quête incessante de succès. Il se convainquit que s'il parvenait à faire fonctionner la start-up, il pourrait arranger tout le reste plus tard. La ville l'attirait avec 1 million de possibilités, mais elle mettait aussi à l'épreuve la boussole morale et la détermination de Léo. Il passait des soirées à des événements de réseautage où il côtoyait des gens qui ne semblaient mesurer la valeur qu'en termes de profit et de prestige. Il retournait à sa sous-location exiguë aux petites heures du matin, à la fois dynamisé par l'ambition et hanté par la culpabilité. À son insu, chaque pas qu'il faisait pour s'éloigner d'Emma l'éloignait aussi de la personne qu'il était autrefois. Un homme qui chérissait les moments de calme, qui croyait en la construction d'une vie remplie d'amour plutôt que de statut. Et à l'insu d'Emma, son chagrin d'amour allait bientôt céder la place à une transformation qui lui était propre, une transformation qui façonnerait son destin d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prédire. Le soleil était haut dans le ciel alors qu'Emma descendait la rue principale, tenant en équilibre 3 laisses de chien dans une main et un sac en toile rempli de croquis de design dans l'autre. Autrefois, elle se serait peut-être sentie gênée de jongler avec plusieurs emplois. Mais la nécessité avait fait de la fierté un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ses voisins de la petite ville, qui lui posaient autrefois des questions polies sur ses tentatives de concevoir, lui offraient maintenant des sourires compatissants et de brèves salutations. Elle répondait avec une détermination inébranlable dans les yeux,
refusant la pitié tout en s'efforçant de progresser. Ses journées étaient un patchwork de petits boulots. Tôt le matin, elle promenait les chiens pour des clients trop occupés par leurs horaires de bureau. En fin de matinée, elle retournait à sa petite table de cuisine transformée en bureau pour travailler sur des projets de graphisme en freelance. L'après-midi, elle rencontrait un petit groupe de clients âgés qui avaient besoin de livraison de courses et de petites tâches ménagères. Les soirées la trouvaient dans une chambre d'amis, fabriquant des bijoux, de délicats bracelets de perles, des colliers avec des pierres semi-précieuses et des bagues fabriquées à partir de métaux recyclés. Elle avait vendu quelques pièces en ligne, et bien que ses revenus fussent modestes, c'était la première fois qu'elle ressentait une étincelle de véritable passion depuis le départ de Léo. Emma nomma sa boutique en ligne, Quai en B, Braise silencieuse, inspirée par l'idée qu'une flamme douce peut encore brûler avec une intensité tranquille. Elle se constitua une petite communauté sur les réseaux sociaux, postant des photos de ses articles faits à la main, chacune accompagnée d'une courte légende qui parlait de renouveau, d'espoir et de beauté dans l'imperfection. La marque, initialement juste un projet parallèle pour gagner un peu d'argent, devint bientôt le reflet de son parcours personnel, comme un phénix renaissant des cendres du chagrin et de la déception. Un après-midi tardif, alors qu'elle enfilait assidûment les perles d'un bracelet turquoise, son téléphone vibra avec une notification. Elle faillit l'ignorer jusqu'à ce qu'elle remarque qu'elle provenait d'un acheteur potentiel. L'acheteur, un propriétaire de boutique de la ville voisine, était intéressé par la vente de ses pièces. Emma ressentit une exaltation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, pas même au début des traitements de fertilité quand elle avait encore de l'espoir. Elle répondit rapidement, organisant une réunion pour la semaine suivante. Au milieu de ce sentiment de projet naissant, Emma découvrit qu'elle avait une capacité de résilience incroyable. Elle repensa à sa jeunesse, se souvenant de défis comme la perte d'un emploi à temps partiel à l'université ou la réception de lettres de refus d'école créative. Elle avait toujours réussi à se relever. Survivre à un chagrin d'amour était plus difficile, mais le principe était le même. Si elle continuait à avancer, le cœur ouvert et l'esprit concentré, elle trouverait son chemin hors de l'obscurité. Pourtant, malgré son nouvel élan, Emma pensait toujours à Léo. Elle se demandait s'il avait réussi en ville, s'il regrettait d'être parti. Elle voulait le contacter, partager ses petites victoires, mais la fierté et la douleur résiduelle l'en empêchaient. Tard le soir, elle dessinait de nouveaux modèles de bijoux tout en rejouant d'anciennes conversations dans sa tête. Elle l'aimait toujours, mais elle ne pouvait plus l'attendre. Elle avait une entreprise à construire, une vie à vivre. Pendant ce temps, son corps commença à se sentir étrange. Nausée le matin, fatigue l'après-midi. Elle l'ignora d'abord, l'attribuant au stress ou au fardeau physique de son emploi du temps chargé. Mais une petite voix persistante au fond de son esprit lui disait que quelque chose d'autre pourrait être en jeu. Elle essaya de ne pas y. Hier semblait une éternité, chaque minute s'étirant sous le poids de la culpabilité et de la peur. Quand il arriva, le personnel le mit au courant, expliquant que Charles avait été vu se dirigeant vers la route principale. Sans une seconde de réflexion, Nicolas emprunta la même route, ses yeux balayant les trottoirs et les carrefours, son esprit s'emballant avec les pires scénarios. Ses mains agrippaient fermement le volant, son cœur battant à tout rompre alors qu'il cherchait le moindre signe de son fils. Il ne pouvait qu'espérer que Charles était en sécurité et n'était pas allé loin. Puis, juste au moment où il atteignit un carrefour animé, il aperçut une petite silhouette près du bord de la route. C'était Charles, debout près du trottoir, les yeux écarquillés de peur alors que les voitures filaient à côté de lui. Nicolas sentit son souffle se couper, la panique l'envahissant alors qu'il se garait et sautait de la voiture, laissant le moteur en marche. « Charles !» cria-t-il, sa voix empreinte d'urgence. Charles se tourna, le soulagement inondant son visage à la vue de son père. Mais dans sa distraction, il fit un pas chancelant en arrière, son pied glissant du trottoir juste au moment où une voiture déboula au coin de la rue. Le cœur de Nicolas fit un bond alors qu'il regardait la scène se dérouler au ralenti. Il s'élança, les bras tendus, et parvint à tirer Charles en arrière juste au moment où la voiture freina brusquement, le manquant de quelques centimètres. Charles s'agrippa à son père, son petit corps tremblant de peur et de choc. Nicolas le serra fort contre lui. Son propre cœur battant la chamade alors que la réalité de ce qui venait de se passer s'imposait à lui. Il n'avait pas réalisé à quel point son fils était fragile, à quel point la solitude de Charles l'avait affecté. « Charles » murmura-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. »
Charles leva les yeux vers lui, ses yeux remplis de larmes. Je voulais juste trouver Rosalène. Je pensais que peut-être si je la trouvais, les choses redeviendraient normales. La poitrine de Nicolas se serra aux paroles de son fils. Le désespoir dans la voix de Charles était un rappel douloureux de tout ce qu'il n'avait pas réussi à lui fournir. Il serra son fils fort contre lui, essuyant une larme de la joue de Charles en murmurant « Je sais, Charles. Je sais. Je vais arranger ça. Je te le promets. » Ils restèrent assis près du trottoir quelques instants, laissant la tension du quasi-accident se dissiper. Nicolas sentit une détermination renouvelée. Il arrangerait les choses, non seulement pour Charles, mais pour lui-même, pour Rosalène, et pour la famille qu'il n'avait pas réalisé vouloir jusqu'à présent. Plus tard dans la nuit, de retour au manoir, Nicolas rappela Rosalène, sa voix calme et remplie d'une émotion qui n'était pas là auparavant. « Rosalène, commença-t-il, sa voix brute de sincérité. J'ai besoin que vous reveniez. Charles, il a besoin de vous. J'ai besoin de vous. J'ai eu tort, et je ne peux pas changer le passé, mais je veux donner à Charles le bonheur qu'il mérite. Et cela signifie le faire ensemble. Avec vous. » Rosalène resta silencieuse un moment avant de répondre. Son ton doux mais résolu. « Je serai là demain. » Pour la première fois depuis longtemps, Nicolas sentit une lueur d'espoir. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à réparer, mais avec le retour de Rosalène, il se sentait prêt à construire une vie pour Charles, une vie remplie de l'amour et des soins dont son fils avait si désespérément besoin. La traduction continue. Ce segment couvre la fuite de Charles et le tournant décisif pour Nicolas. Astérisque le lendemain matin, Rosalène arriva au manoir Branfort avec des émotions mitigées. Elle ressentait un sentiment de soulagement en sachant qu'elle reverrait Charles, mais un doute persistant la rongeait. Les blessures des accusations de Nicolas étaient encore fraîches, et une partie d'elle craignait que ce retour n'apporte plus de complications. Mais en pensant aux besoins de stabilité et de réconfort de Charles, elle savait qu'elle devait être là pour lui. En franchissant la grande entrée, l'éclat familier des sols en marbre et l'écho silencieux de ses pas l'accueillirent. Mais aujourd'hui, l'atmosphère semblait différente. Un des membres du personnel la salua avec un sourire chaleureux, hochant la tête en signe de reconnaissance, comme pour la remercier silencieusement d'être revenue. Rosalène ressentit un petit sentiment de réconfort, rassurée que, du moins pour certains, son retour était apprécié. Quelques instants plus tard, Nicolas entra dans le couloir. Sa posture était légèrement raide, mais son expression était ouverte et pleine de remords. Rosalène croisa son regard, notant l'épuisement et l'inquiétude gravés sur son visage. Il avait l'air différent, moins sur ses gardes, plus vulnérable. Elle pouvait dire qu'il avait été profondément affecté par tout ce qui s'était passé. Et elle se prépara à tout ce qu'il pourrait dire. « Rosalène, » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude, comme s'il luttait pour trouver les mots justes. « Merci d'être revenu. Je sais que je vous ai donné toutes les raisons de ne pas le faire. Et je ne prends pas votre décision à la légère. » Rosalène hocha la tête, gardant son sang-froid. « Je suis ici pour Charles, » répondit-elle simplement, mais il y avait de la fermeté dans sa voix. Nicolas déglutit, reconnaissant ses paroles. « Oui, bien sûr, et je sais que c'est lui qui a le plus besoin de vous. Mais je vous dois aussi des excuses. » Son regard baissa brièvement avant de revenir au sien, son ton lourd de sincérité. « J'ai eu tort à bien des égards. Je vous ai jugé injustement, j'ai remis en question vos intentions sans jamais vous accorder le bénéfice du doute. Je pensais protéger Charles. Mais je vois maintenant que je ne faisais que le priver de ce dont il avait vraiment besoin. » Rosalène écouta, son visage impassible, bien que son cœur s'adoucisse légèrement. Elle avait aspiré à entendre ces mots. Pourtant, elle savait que les actes parleraient plus fort que n'importe quelle excuse. Nicolas fit un pas de plus. Sa voix presque suppliante. « Je comprends si vous hésitez. J'ai rendu difficile pour vous de me faire confiance, et je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Mais je vous demande, Rosalène, de rester. Pour le bien de Charles. Il a besoin du genre d'amour et de soins que seul vous avez été capable de lui donner. » Rosalène prit une profonde inspiration, son expression s'adoucissant en répondant « Je resterai, monsieur Branfort. Mais j'ai besoin que vous compreniez que cela ne concerne plus seulement Charles. C'est un enfant merveilleux, mais il mérite plus que la vie qu'on lui a donnée. Si je dois être ici,
ce doit être dans un environnement où il se sent en sécurité et pris en charge par nous tous. Nicolas hocha la tête. Une lueur de gratitude dans ses yeux. Vous avez raison. Je veux être là pour lui aussi, d'une manière que je n'ai pas été. Je sais que cela prendra du temps, mais je veux apprendre. À ce moment, Charles apparut en haut de l'escalier. Son petit visage s'illumina en apercevant Rosalène, et il laissa échapper un cri de joie, dévalant les marches les bras tendus, les yeux remplis de soulagement et de bonheur. Rosalène! Appela-t-il, sa voix remplie de joie pure. Rosalène s'agenouilla, ouvrant les bras alors que Charles se jetait dans son étreinte, la serrant fort. Elle sentit la chaleur de ses petits bras autour d'elle, et la tension dans son petit corps fondit alors qu'il se sentait enfin en sécurité à nouveau. « Tu m'as tellement manqué », murmura Charles, sa voix tremblant légèrement. « Oh, Charles, tu m'as manqué aussi », répondit-elle en lui passant une main douce dans les cheveux. « Je suis là maintenant. Tout va bien se passer. » Nicolas assista à leur retrouvaille en silence, ressentant un profond sentiment d'humilité en observant la joie de son fils. Il n'avait pas réalisé à quel point la présence de Rosalène comptait pour Charles, à quel point son absence l'avait affecté. Debout là, témoin de leur lien, il ressentit une gratitude immense qu'elle ait accepté de revenir. Plus tard dans la journée, alors que Rosalène reprenait ses fonctions, la maison semblait plus légère. Charles la suivait partout, son esprit visiblement relevé, ses questions et ses histoires coulant librement. Elle écoutait attentivement alors qu'il lui racontait sa semaine à l'école, ses jeux préférés, et même certains des rêves qu'il avait faits. À chaque mot, Charles devenait plus animé, son rire remplissant les pièces et remplaçant le silence qui s'était installé depuis son départ. Nicolas les observait à distance, ressentant un mélange de fierté et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. C'était une sensation inhabituelle, de voir son fils s'ouvrir, rire et être vraiment heureux avec quelqu'un qui n'était pas là par obligation mais parce qu'elle se souciait sincèrement. C'était un rappel de tout ce qu'il avait manqué dans sa propre relation avec Charles. Ce soir-là, après que Charles soit allé se coucher, Nicolas trouva Rosalène dans la cuisine, en train de ranger les comptoirs. Il se racla la gorge, signalant sa présence, et elle leva les yeux, lui adressant un signe de tête poli. « Je voulais juste vous remercier à nouveau », commença-t-il, sa voix sincère. « Pas seulement d'être revenu, mais pour tout ce que vous avez fait pour Charles. » Rosalène inclina la tête, un sourire doux mais prudent sur ses lèvres. « C'est un garçon spécial, Monsieur Branfort. Je ne pouvais pas supporter de le voir malheureux. » Nicolas hocha la tête, son regard baissant momentanément. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'aimerais changer les choses. Faire de cet endroit un foyer, pas seulement pour Charles, mais pour tout le monde ici. Je réalise maintenant que ma concentration sur le travail m'a coûté plus que je ne l'aurais jamais imaginé. » Rosalène l'observa, notant l'honnêteté dans son expression. Elle sentit qu'il était sincère, qu'il voulait vraiment opérer un changement. Pas seulement pour Charles, mais pour lui-même aussi. « Alors travaillons là-dessus, » répondit-elle doucement. « Ça prendra du temps, mais je crois que c'est possible. » Pour la première fois, Nicolas sentit une étincelle d'espoir. Il avait toujours pensé que subvenir financièrement aux besoins de Charles était suffisant, que son fils irait bien tant qu'il était pris en charge matériellement. Mais il commençait à comprendre que l'amour, l'attention et la connexion étaient des choses qu'il ne pouvait ni acheter ni déléguer. C'était une leçon que Rosalène lui avait montrée, même s'il avait mis beaucoup trop de temps à la reconnaître. Au cours des jours suivants, l'atmosphère dans le manoir Branfort continua de changer. Nicolas fit un effort conscient pour passer plus de temps avec Charles, lui demandant comment s'était passée sa journée, s'asseyant avec lui pendant les repas, et même se joignant à lui et Rosalène pour quelques moments de jeu. Bien que cela parût maladroit au début, chaque petite interaction le rapprochait de son fils. Et chaque jour qui passait, il se surprenait à attendre ces moments de plus en plus. Et Rosalène, bien que prudente, sentit les débuts d'une nouvelle dynamique se former. Un foyer non plus gouverné par l'isolement et la méfiance, mais un qui se transformait lentement en un lieu où l'amour et la connexion commençaient à prendre racine. Pour la première fois, elle osa espérer qu'ils pourraient vraiment construire quelque chose ensemble, quelque chose de durable et de réel. La traduction de la phase de réconciliation et de reconstruction se poursuit. Astérisque les jours qui suivirent le retour de Rosalène furent un tourbillon de changements discrets mais profonds. Le manoir Branfort, autrefois imprégné d'une formalité froide, semblait maintenant différent, comme s'il prenait enfin vie. Rosalène pouvait sentir le changement,
non seulement dans l'atmosphère mais aussi chez les gens autour d'elle, en particulier Nicolas et Charles. Une chaleur s'épanouissait entre les murs, une lumière qui avait fait défaut pendant bien trop longtemps. Chaque matin, Charles cherchait Rosalène dès son réveil, impatient de partager ses pensées et ses rêves. Sa timidité semblait fondre en sa présence, remplacée par une ouverture que Rosalène trouvait attachante. Ils passaient du temps ensemble après l'école, lisant des histoires, jouant à faire semblant et riant ensemble. Nicolas, qui avait d'abord observé ces interactions à distance, commença à se joindre à eux. Un après-midi, après une partie de cache-cache particulièrement animée, il se retrouva emporté par la joie du moment. Il rit ouvertement avec Charles et Rosalène, un son sincère et chaleureux qui le surprit autant qu'il les ravit. Pendant des années, sa vie avait été si axée sur le contrôle, la discipline et l'ordre qu'il avait oublié ce que c'était que de simplement être. Mais ici, avec Charles et Rosalène, il ressentait une chaleur dont il n'avait pas réalisé le manque. Ce soir-là, alors qu'ils se réunissaient dans le salon familial, Nicolas remarqua avec quelle facilité ils avaient tous adopté un nouveau rythme ensemble. Charles était assis à côté de Rosalène, la tête reposant sur son épaule pendant qu'elle lisait à haute voix son livre d'histoire préféré. Nicolas se surprit à sourire à cette vue, un sentiment de paix s'installant en lui. Il n'avait pas imaginé que quelque chose d'aussi simple que d'être présent avec sa famille pourrait le combler à ce point. Voir son fils content, avec Rosalène là pour partager leur vie, comblait un vide dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Après que Charles soit allé se coucher cette nuit-là, Nicolas s'attarda dans le salon familial pendant que Rosalène rangeait, pliant les couvertures et remettant les coussins en place. Ses mouvements étaient doux et attentionnés, et il la regarda un moment, hésitant avant de parler. « Rosalène » commença-t-il, sa voix douce, presque hésitante. « Je voulais vous remercier encore, non seulement d'être revenu, mais pour tout ce que vous avez fait pour Charles et, pour moi. » Elle se tourna vers lui, surprise par la sincérité de son ton. « Vous m'avez déjà remercié, monsieur Branfort, répondit-elle avec un doux sourire. « Mais de rien. Charles compte beaucoup pour moi. » Nicolas hocha la tête, s'approchant. « Il est plus heureux que je ne l'ai jamais vu, et c'est grâce à vous. Vous m'avez montré des choses que je ne pouvais pas voir par moi-même, m'avez fait réaliser ce qui me manquait. » Rosalène sentit une chaleur monter dans sa poitrine à ces mots. Il y avait maintenant une vulnérabilité chez Nicolas qui n'était pas là auparavant. Une douceur qui le faisait paraître moins comme l'homme d'affaires intouchable qu'elle avait rencontré au début, et plus humain. « Charles avait juste besoin que quelqu'un le voie, dit-elle tranquillement, sa voix gentille, et qu'on soit là pour lui. » Nicolas croisa son regard, ses yeux d'une profondeur qu'elle n'avait pas vue auparavant. « Je réalise maintenant que j'aurais dû être cette personne, » admit-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je pensais que subvenir financièrement à ses besoins était suffisant, mais j'avais tort. » Le rythme cardiaque de Rosalène s'accéléra légèrement. Il y avait quelque chose de brut et d'honnête dans ses paroles, une vulnérabilité à laquelle elle ne s'attendait pas. « Le fait que vous le réalisiez maintenant, c'est ce qui compte, » répondit-elle doucement. « Charles a remarqué à quel point vous êtes plus présent pour lui. Cela signifie tout pour lui. » Un silence confortable s'installa entre eux, rempli d'une compréhension tacite. Le regard de Nicolas s'adoucit en la regardant, et elle sentit un subtil changement dans l'air, une proximité qui semblait à la fois naturelle et inexplorée. Rosalène réalisa alors à quel point il avait changé depuis leur rencontre, comment il s'était progressivement dépouillé de ses couches de froideur et de distance. Il y avait maintenant une chaleur dans ses yeux qui remplissait son cœur de manière inattendue. « Rosalène » murmura-t-il, rompant le silence. « Je sais que j'ai déjà dit ça, mais je veux que vous sachiez à quel point je respecte ce que vous avez fait. Pas seulement pour Charles, mais pour moi aussi. Vous avez changé les choses pour nous, pour le mieux. » Rosalène sentit ses joues s'échauffer, une légère rougeur montant alors qu'elle absorbait ses paroles. Elle n'avait pas l'habitude d'entendre des éloges aussi sincères, surtout de la part de quelqu'un comme Nicolas. « Je fais juste ce que je peux, » répondit-elle doucement. « Mais merci. Ça me touche beaucoup de vous entendre dire ça. » Ils restèrent là un moment, les yeux dans les yeux, chacun cherchant quelque chose chez l'autre. Nicolas fit un petit pas de plus, sa main se levant légèrement avant de la laisser retomber, incertain. Il semblait vouloir dire quelque chose de plus, mais avant qu'il ne le puisse, la petite voix de Charles se fit entendre dans le couloir, rompant le charme. « Papa, Rosalène, vous pouvez venir me border ?» Rosalène gloussa doucement,
et Nicolas réussit un sourire penaud. Bien sûr, mon grand, répondit-il, sa voix chaude d'affection. Il regarda Rosalène, ses yeux contenant une lueur de quelque chose de non dit, et ensemble, ils descendirent le couloir jusqu'à la chambre de Charles. Après avoir bordé Charles, Nicolas s'attarda sur le seuil, regardant Rosalène parler doucement à son fils, sa voix remplie de chaleur. Elle écarta une mèche de cheveux rebelles du front de Charles. Sa main s'attardant un moment avant de se lever, lui souhaitant bonne nuit. Alors qu'il redescendait le couloir, côte à côte, Nicolas ressentit un profond contentement s'installer en lui. Il n'avait jamais réalisé à quel point ces moments lui avaient manqué. Ces petits gestes quotidiens qui font d'une maison un foyer. Et c'était Rosalène qui avait apporté cette chaleur, qui avait ouvert la porte à une vie qu'il ne savait pas vouloir. Cette nuit-là, après qu'elle soit rentrée chez elle, Nicolas s'assit seul dans le salon familial, ses pensées tourbillonnant. Les dernières semaines l'avaient changé d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. La gentillesse de Rosalène, sa force et son soin indéfectible pour Charles l'avaient attiré, démantelant lentement les murs qu'il avait construits autour de lui. Il n'aurait pas cru cela possible, mais il se retrouva à se soucier profondément d'elle d'une manière qui allait au-delà de la gratitude. Se penchant en arrière, il laissa échapper une profonde inspiration, son regard fixé au plafond. Le manoir semblait différent maintenant, vivant d'une chaleur qui était inconnue mais bienvenue. Bien qu'il ne puisse prédire ce que l'avenir lui réservait, il savait une chose avec certitude. Il voulait que Rosalène en fasse partie. Dans ce moment de calme, Nicolas se permit d'imaginer une vie où il n'était pas seul, où il avait Rosalène et Charles à ses côtés, remplissant ses journées de rire, d'amour et d'un sentiment d'appartenance dont il avait aspiré pendant si longtemps. Il réalisa alors qu'il n'était pas seulement reconnaissant envers Rosalène pour sa présence dans la vie de Charles. Il la voulait aussi dans sa propre vie. Pour la première fois, il osa espérer que peut-être, juste peut-être, elle ressentait la même chose. La traduction de la phase de rapprochement romantique se poursuit. Astérisque les semaines suivantes apportèrent une transformation au sein du foyer Branfort. Le lien hésitant entre Nicolas, Rosalène et Charles se renforça chaque jour, comme s'ils faisaient tous partie d'une danse délicate, trouvant progressivement leur rythme ensemble. Rosalène remarqua que Nicolas était plus impliqué que jamais avec Charles, prenant le temps de se joindre à eux dans de petites routines et des moments qu'il négligeait autrefois. Le manoir, autrefois froid et silencieux, était maintenant rempli de rire et de chaleur, alors que la joie de Charles se propageait dans tous les coins de la maison. Un samedi matin, Rosalène arriva et trouva Nicolas dans la cuisine, un tablier noué autour de la taille et une expression perplexe sur le visage. Il se tenait devant un comptoir couvert de farine, d'œufs et de divers ustensiles de cuisine éparpillés au hasard. Il était clair qu'il avait tenté de faire des crêpes, bien que les résultats fussent moins que réussis. « Bonjour, monsieur Branfort », le salua Rosalène, réprimant un sourire à cette vue. Nicolas leva les yeux, son expression un mélange de timidité et de détermination. « J'ai pensé essayer quelque chose de nouveau », admit-il en désignant le désordre avec un sourire ironique. Charles a mentionné qu'il voulait des crêpes, et je me suis dit, eh bien, à quel point cela pourrait-il être difficile ? Rosalène gloussa, s'approchant pour évaluer la situation. C'est une belle pensée, répondit-elle en jetant un coup d'œil aux crêpes légèrement carbonisées qui gisaient tristement dans la poêle. Mais je pense qu'un peu d'aide ne ferait pas de mal. Charles, qui venait d'entrer dans la cuisine en bondissant, regarda son père et Rosalène, les yeux brillants d'excitation. Rosalène, papa fait des crêpes. Il plissa le nez à la vue de la création légèrement noircie et ajouta, peut-être que tu peux l'aider ? Nicolas regarda Rosalène, une expression pleine d'espoir sur son visage. Si vous le voulez bien, j'aurais besoin d'une touche d'expert. Rosalène hocha la tête en souriant. D'accord, recommençons à zéro. Je vais vous apprendre à tous les deux. Sous sa direction, Nicolas et Charles suivirent attentivement ses instructions. Elle leur montra comment fouetter doucement la pâte, comment mesurer correctement la farine et comment maintenir la poêle à la bonne température. La maladresse initiale de Nicolas fit place au plaisir alors que lui et Charles riaient ensemble, chaque étape devenant moins une question de crêpes parfaites et plus une question de s'amuser à essayer quelque chose de nouveau ensemble. Alors qu'ils finissaient de cuisiner et s'asseyaient pour savourer leur petit déjeuner, Nicolas ressentit un contentement qu'il n'avait pas connu depuis des années. C'était un moment simple. Juste lui, Rosalène et Charles partageant un repas ensemble, mais cela semblait extraordinaire. Il regarda Rosalène de l'autre côté de la table, qui riait avec Charles alors qu'il étalait du sirop sur ses crêpes,
et sentit une chaleur fleurir dans sa poitrine. Après le petit déjeuner, ils passèrent la journée ensemble en famille, quelque chose que Nicolas ne s'était jamais imaginé faire. Ils allèrent au parc, jouer au football sur le terrain ouvert, et finirent par nourrir les canards près de l'étang alors que le soleil de l'après-midi jetait une lueur dorée sur tout. Pour une fois, Nicolas ne pensait pas au travail ou aux soucis de ses affaires. Il était entièrement concentré sur les personnes à ses côtés, savourant chaque moment alors qu'il riait et parlait librement. Plus tard dans la soirée, alors qu'il retournait au manoir, Rosalène aida Charles à se préparer pour le lit. Nicolas regarda tranquillement depuis le seuil de la porte alors qu'elle bordait doucement Charles, lui lisant une de ses histoires préférées. Les yeux de Charles s'alourdirent, et bientôt il s'endormit, sa petite main enroulée autour des doigts de Rosalène tandis qu'elle murmurait « Bonne nuit ». Rosalène sortit tranquillement de la chambre de Charles et faillit heurter Nicolas, qui se tenait juste devant la porte. Elle rit doucement en reculant. « Vous m'avez fait peur », murmura-t-elle avec un sourire. « Désolé », répondit Nicolas, sa voix basse. « Je ne voulais pas. Je voulais juste vous remercier à nouveau. » Elle secoua la tête, rejetant doucement ses paroles. « Vous n'avez pas besoin de continuer à me remercier, Nicolas. Je suis heureuse d'être là pour Charles. » Ils se tinrent ensemble dans le couloir sombre, la maison silencieuse autour d'eux, et Nicolas se sentit réticent à la laisser partir. Il prit une petite inspiration, rassemblant son courage pour parler. « Rosalène, je sais que j'ai déjà dit ça, mais vous avez apporté quelque chose dans nos vies dont je ne savais pas que nous avions besoin. » Rosalène leva les yeux vers lui, son expression s'adoucissant. « Charles est un enfant merveilleux, et vous êtes un bon père, Nicolas. C'est incroyable de voir à quel point il s'est épanoui avec vous à ses côtés. » Nicolas secoua la tête, sa voix épaisse d'émotion. « Si je suis un meilleur père, c'est grâce à vous, Rosalène. Vous m'avez montré ce qui me manquait. Ce qui était vraiment important, hésita-t-il, son regard croisant le sien. Et je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas vous perdre. » Le souffle de Rosalène se coupa, son cœur s'emballant alors qu'elle absorbait ses paroles. Il y avait une sincérité dans son regard, une profondeur de sentiment à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle ne s'était pas autorisée à envisager la possibilité que Nicolas puisse ressentir quelque chose de plus pour elle, mais maintenant, debout dans le couloir silencieux, elle le sentait, une connexion indéniable. « Nicolas », commença-t-elle doucement, sa voix à peine un murmure, « je tiens à vous aussi, à vous deux, plus que je ne le pensais. » Pendant un instant, aucun d'eux ne parla, l'air épais d'émotions non dites. Puis, comme guidé par une force invisible, Nicolas tendit la main. Sa main effleurant la sienne, un geste hésitant mais sans équivoque. Rosalène ne se retira pas. Au lieu de cela, elle laissa leurs doigts s'entrelacer, leurs mains jointes dans une reconnaissance douce mais profonde. Ils restèrent ainsi. Un silence entre-rempli de tout ce qui restait à dire. Puis, lentement, Nicolas se pencha en avant. Ses yeux posant une question silencieuse. Rosalène sentit son pouce accélérer, une chaleur se propageant à travers elle, et elle hocha la tête, un petit sourire affirmatif sur ses lèvres. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et tendre, un échange silencieux qui contenait la promesse de quelque chose de nouveau et de plein d'espoir, un commencement qui semblait à la fois naturel et inévitable. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient, leurs mains toujours entrelacées. « Je veux que ce soit réel », dit doucement Nicolas, la conviction dans sa voix. « Pas seulement pour Charles, mais pour nous. Je veux une vie avec toi, Rosalène. » Elle hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Je le veux aussi, Nicolas, pour nous tous. » Ils passèrent le reste de la soirée à parler, partageant leurs rêves et leurs peurs, s'ouvrant d'une manière qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Pour la première fois, Nicolas se permit d'être vulnérable, partageant des bribes de son passé et la solitude qu'il avait portée. Rosalène, à son tour, parla de son parcours, de ses luttes en tant que mère célibataire et de ses espoirs pour l'avenir de Dan. Au moment où ils se dirent bonne nuit, chacun retournant dans sa chambre, ils savaient que leur vie avait changé de manière irrévocable. Ils n'étaient plus seulement deux personnes de mondes différents. Ils étaient une famille, et l'avenir qu'ils construisaient ensemble était rempli d'espoir, de rire et du genre d'amour qui mettait tout le reste en place. La traduction de la phase finale, y compris la romance et la formation de la famille, se poursuit. Astérisque les jours qui suivirent leur confession silencieuse furent tout simplement magiques. Le manoir Branfort ressemblait à un endroit différent.
Non plus une grande maison, mais un foyer chaleureux et accueillant rempli de rire et d'amour. Rosalène, Nicolas, Charles et Dan étaient devenus une famille sans heurts, liés par leur parcours commun et l'affection profonde qu'ils se portaient mutuellement. Un matin ensoleillé de week-end, alors que la lumière filtrait à travers les grandes fenêtres du manoir, Nicolas rassembla tout le monde dans le salon. Il y avait une excitation dans ses yeux que Rosalène et Charles remarquèrent immédiatement. « J'ai réfléchi », commença-t-il en les regardant avec une chaleur nouvelle mais sincère. « Nous avons traversé beaucoup de changements récemment, et je veux faire quelque chose de spécial pour marquer ce nouveau départ. » Rosalène inclina la tête, la curiosité dans son regard. « Que aviez-vous en tête ?» Nicolas jeta un coup d'œil à Charles, puis à Rosalène et Dan, avant de prendre une profonde inspiration. « Je me disais, pourquoi ne pas faire un voyage en famille? Juste nous quatre. Quelque part de spécial. » Les yeux de Charles s'écarquillèrent, et il regarda son père avec étonnement. « Un voyage en famille? Vraiment ?» Nicolas gloussa en hochant la tête. « Oui, vraiment. Nous méritons un peu de temps loin de tout, juste pour profiter de la compagnie des uns et des autres et nous détendre. » Rosalène sourit, son cœur se gonflant à l'idée de passer du temps avec eux loin du manoir. Cela semblait être le moyen idéal de sceller le lien qu'ils avaient tissé. « Ça semble merveilleux, dit-elle chaleureusement. » Avec une vive excitation, ils commencèrent à planifier leur premier voyage en famille. Après de nombreuses discussions, ils optèrent pour un chalet au bord d'un lac, une retraite paisible nichée dans les bois, un endroit où ils pourraient profiter de la simplicité de la nature. Pas d'appel professionnel, pas de tâches ménagères, juste eux. Le week-end suivant, ils chargèrent la voiture et se dirigèrent vers le chalet. Le trajet fut rempli de rire et d'anticipation. Dan et Charles, qui étaient devenus plus comme des frères, jouaient à des jeux sur la banquette arrière tandis que Rosalène et Nicolas échangeaient des sourires discrets à l'avant, leurs mains se trouvant occasionnellement. Quand ils arrivèrent, les garçons coururent en avant, débordant d'énergie et d'excitation. Le chalet était confortable, avec un charme rustique à la fois confortable et accueillant. Une grande terrasse donnait sur le lac, où la lumière du soleil dansait à la surface de l'eau, et les bois environnants semblaient une étreinte chaleureuse de la nature. Ils passèrent le week-end à explorer le lac, à parcourir les sentiers de randonnée et à s'asseoir autour d'un feu crépitant alors que le soleil plongeait sous l'horizon chaque soir. Nicolas, autrefois lié à son travail et à ses responsabilités, se retrouva pleinement présent, savourant les joies simples d'être entouré de ceux qu'il aimait. Un soir, après que les garçons se soient couchés, Nicolas et Rosalène s'assirent sur la terrasse, enveloppés dans des couvertures alors qu'ils regardaient les étoiles. L'air nocturne était frais, et les sons de la forêt remplissaient le silence autour d'eux. « Merci d'être revenu, » dit doucement Nicolas, son regard fixé sur le visage de Rosalène. « De m'avoir pardonné. De nous avoir donné une chance d'être une vraie famille. » Rosalène le regarda, le cœur plein en prenant sa main. « Merci de m'avoir laissé entrer, Nicolas. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie prenne ce tournant, mais j'ai l'impression que c'est exactement là où je suis censé être. » Ils partagèrent un baiser doux et sincère, une promesse silencieuse de la vie qu'ils construiraient ensemble. Pour Rosalène, le parcours de mère célibataire déterminée à femme chérie dans une famille qui lui était propre relevait du miracle. Et pour Nicolas, la transformation d'un homme lié par l'ambition en un père et un partenaire rempli de chaleur et d'amour était quelque chose qu'il n'aurait pas cru possible. Le lendemain matin, ils emmenèrent les garçons au lac. Charles et Dan barbotèrent dans l'eau peu profonde, leurs rires éclatant alors qu'ils jouaient ensemble. Rosalène les regardait avec un sourire, son cœur gonflé de fierté et de bonheur. Nicolas se tenait à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules alors qu'ils profitaient de la scène. « Ils ont l'air si heureux », murmura-t-il, un profond contentement dans sa voix. « Ils sont heureux », répondit Rosalène en levant les yeux vers lui. « Nous le sommes tous. » Alors que la matinée s'étirait en après-midi, ils profitèrent d'un pique-nique au bord du lac avec des sandwichs, des fruits et beaucoup de rire. Nicolas, qui aurait autrefois considéré une telle journée comme une distraction du travail, se délectait maintenant de sa simplicité, se sentant complet et en paix. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour d'un petit feu à griller des guimauves et à raconter des histoires, Charles leva les yeux vers Rosalène avec une expression pensive. « Rosalène, penses-tu que tu resteras toujours avec nous ?» demanda-t-il, sa voix remplie d'une merveille enfantine. Rosalène sourit, se penchant pour écarter une mèche de cheveux rebelles de son front. « Oui, Charles, je prévois d'être ici avec vous tous pour très,
très longtemps. Nicolas se pencha, serrant la main de Rosalène en ajoutant « Et bientôt, nous allons officialiser ça ». Rosalène le regarda, les sourcils légèrement haussés. Le regard de Nicolas s'adoucit alors qu'il sortait une petite boîte de sa poche, l'ouvrant pour révéler une bague simple et élégante qui scintillait à la lueur du feu. « Rosalène, je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Tu as apporté de la lumière et de l'amour dans mon monde d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Veux-tu m'épouser » demanda-t-il, sa voix remplie de sincérité et d'espoir. Rosalène sentit les larmes lui monter aux yeux en regardant l'homme qui avait été si distant, si fermé. Maintenant, il était là, ouvert, vulnérable, lui offrant l'amour dont elle avait toujours rêvé. « Oui » murmura-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Oui, Nicolas, je le veux. » Les garçons applaudirent, frappant dans leurs mains et riant alors que Nicolas lui passait la bague au doigt, scellant leur avenir ensemble. Ils passèrent le reste de la nuit sous les étoiles, se prélassant dans la joie d'un nouveau départ. Un avenir rempli d'amour, de rire et de la promesse d'une famille qui s'était trouvée contre toute attente. Alors que la nuit devenait silencieuse et que le feu s'éteignait, Rosalène s'assit à côté de Nicolas, sa main reposant dans la sienne. Elle regarda les visages de sa nouvelle famille, chacun d'eux apportant quelque chose d'unique et de merveilleux dans sa vie. Pour la première fois, elle ressentit une paix profonde, un sentiment d'appartenance plus fort que tout ce qu'elle avait jamais connu. C'était la famille dont elle avait toujours rêvé, la vie qu'elle avait espérée mais qu'elle n'avait jamais cru possible. Dans les jours qui suivirent leur voyage, le manoir Branfort rayonna de chaleur et de joie. Rosalène, Nicolas, Charles et Dan s'installèrent dans un rythme qui semblait naturel, comme s'ils avaient toujours été une famille. Les garçons, désormais plus comme des frères, remplissaient la maison de rire et de jeux. Tandis que Rosalène et Nicolas trouvaient un réconfort et une camaraderie dans la présence de l'autre qui rendait même les moments les plus simples extraordinaires. Ils passèrent leur journée ensemble, chérissant les petites choses. Les petits déjeuners matinaux où ils partageaient tous leurs projets pour la journée, les soirées tranquilles au coin du feu à lire des histoires ou à jouer à des jeux de société, et les week-ends à explorer les parcs et les sentiers voisins. Le manoir, autrefois froid et imposant, ressemblait maintenant à un vrai foyer, un lieu vivant d'amour et de rire. Nicolas, qui avait été autrefois consumé par son travail, comprenait maintenant que c'étaient ces moments qui comptaient. Il se fit une priorité d'être là pour sa famille, trouvant de la joie dans les petits actes quotidiens d'amour et de soin. Et en regardant l'esprit doux de Rosalène faire ressortir le meilleur de Charles et Dan, il sut qu'il avait fait le bon choix. Non seulement en l'accueillant dans leur vie, mais en ouvrant son cœur à un avenir rempli de chaleur et de connexion. Rosalène, elle aussi, avait trouvé un bonheur qu'elle n'aurait pas cru possible. Elle chérissait chaque moment, du chaos joyeux des facéties des garçons au réconfort tranquille de la présence de Nicolas. Ensemble, ils créèrent de nouveaux souvenirs, et chaque jour, leur amour s'approfondit, ancré dans le respect mutuel et un engagement partagé l'un envers l'autre. Au fil du temps, les liens qu'ils avaient formés ne firent que se renforcer. À travers les inévitables hauts et les bas, ils restèrent constants, leur amour et leur résilience les portant en avant. Ils célébrèrent des étapes importantes, se soutinrent mutuellement à travers les défis et bâtirent une fondation enracinée dans la confiance et la compréhension. Pour Rosalène et Nicolas, ce n'était pas seulement le début d'une histoire d'amour. C'était le début d'une vie ensemble. Ils avaient chacun trouvé quelque chose dont ils ne savaient pas qu'il manquait, une famille qui était devenue leur plus grande joie et leur plus profonde force. Et en regardant vers l'avenir, ils savaient qu'ils y feraient face main dans la main, entourés des rires et de l'amour qui remplissaient leur maison et leur cœur. Ensemble, ils avaient trouvé un endroit où ils appartenaient vraiment, une vie tissée d'amour et de gratitude, une famille liée par la force de leur parcours commun. Et ils savaient que, quoi qu'il advienne, ils sauraient toujours l'un l'autre. Ensemble, créant un héritage d'amour, d'espoir et du lien indissoluble de la famille. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.